croisent, il n'y a que 20 collisions où vraiment là, il y a un proton qui en rencontre un autre face à face et que ça produit quelque chose d'intéressant. En fait, il y a plein d'autres collisions pas très intéressantes. Et en fait, les premiers systèmes informatiques du LHC qui reçoivent les données en premier dans les détecteurs, eux autres font un tri automatique. Ils ne sauvegardent que les collisions intéressantes. Il y en a beaucoup qui sont automatiquement envoyés à la poubelle. C'est pas intéressant. La collision considérée n'est pas intéressante et elle n'est pas sauvegardée. Tu parlais tantôt à la vitesse que ça va, ça doit avec les aimants circuler. Sinon, si ça s'en rend droite, ça passe au travers les tuyaux, si tu veux. Quand les collisions se produisent, il n'y a pas un risque justement d'endommager? Non, là, l'énergie n'est pas assez grande. Il y a 7 et 14 téraélectronvolts de libérés en paquet de particules, tandis qu'un faisceau complet, ben, ce serait 7 téraélectronvolts par proton. Puis il y en a plusieurs centaines de milliards. Là, l'énergie totale est importante. L'énergie sur une seule particule n'est pas si grande. Bon, 30 millions fois 20, ça fait 600 millions de collisions par seconde, qui sont vraiment intéressantes. Et c'est ça qui génère les 700 mégabits de données par seconde que je parlais tantôt. C'est ces 600 millions de collisions-là. Les faisceaux, une fois les faisceaux sont entrés dans les lâchers, sont bons environ 10 heures. Ils vont les utiliser pendant à peu près 10 heures. Les mêmes faisceaux qui vont tourner. Et après 10 heures, ils les vidangent. Ils réaccélèrent des nouveaux faisceaux à travers la chaîne d'injection et vont rentrer des faisceaux tout neufs dans les lâchers. C'est à peu près 10 heures d'utilisation. Un faisceau. Bon, à 10 heures, où c'est qu'on peut se rendre? On peut faire un aller-retour jusqu'à Neptune. Ouais, cette vitesse-là, on a le temps de se rendre à Neptune puis de revenir. Là, ils perdent un peu d'énergie, c'est pour ça qu'ils sont moins... Ben, il y a moins de protons. Il y a moins de protons. Parce que quand il y en a deux qui se rencontrent face à face, ces protons-là, ils ne les voient plus. Oui. Fait qu'à longue, ils perdent tranquillement des protons. C'est sûr qu'avant d'en perdre un nombre appréciable, il faut que ce soit c'est très long. Mais il n'y a pas moins d'énergie parce que dès qu'ils perdent un peu d'énergie, les cavités résonantes poussent dessus tout le temps. Il y a moins de collisions. C'est ça. L'efficacité des collisions descend un petit peu, puis là, ils changent les faisceaux. Par contre, quand il y a une collision, ça produit autre chose. Ah ouais, il y a plein de particules qui revolent. Ces particules-là n'interfèrent pas avec le processus des autres collisions qui sont interférées? Ah, des fois. Ouais. Mais l'idée, c'est d'en faire beaucoup, que s'il y a des petites interactions qui arrivent juste une fois, bon, qu'on a fait 10 000 de cette collision-là, l'aile qui interagit de manière étrange. Ce sont les mots plus belles pour regarder quand ça n'a pas rencontré nos protons en allant. On va en parler de qu'est-ce qui sort puis qu'est-ce qu'on cherche. En fait, c'est dans les débris de la collision qu'on cherche des trucs intéressants. Les ions de plomb, c'est utilisé surtout pour une expérience précise. Étant beaucoup plus massif, accéléré à ces vitesses-là, eux autres, ils ont 1150 téraélectronvolts. En collision, ils ont 2300 téraélectronvolts. Ils ont le même nombre de tours par seconde. Au moment de la collision, lors de l'impact, la température grimpe à peu près à 1500 milliards de degrés Kelvin. Et c'est une température qui correspond à peu près aux températures qu'on trouvait dans l'univers 0,3 millisecondes après le Big Bang. En fait, à peu près 1 milliseconde après le Big Bang. Et c'est là que vient souvent le nom du LHC, dans la machine du Big Bang, ou la machine à remonter le temps. C'est qu'elle a, lors des collisions, elle a la capacité d'aller sonder dans quel état la matière était quelques millisecondes après le Big Bang. C'est en fait un des détecteurs qui cherche surtout là-dessus, c'est le détecteur ALICE, et c'est lui qui s'intéresse surtout aux ions de plomb. Euh... 9h30, hein? Bon, pas trop pressé, je dis on va peut-être prendre 5-10 minutes de pause, mais on va continuer, puis au pire, on en jasera plein de trucs après. Si vous avez des questions, continuez, hein, n'hésitez pas à vous en aller. Ok, justement, j'avais une question. Quand tu dis que ça monte à 1500 milliards de degrés Kelvin, évidemment, c'était peut-être
toute petite échelle que la température Ouais, va ouais, affecter. c'est ça. C'est sur l'échelle d'un proton. Ouais. Puis ça dure une fraction de seconde encore là, c'est pas continu. C'est vraiment juste au moment de l'impact, il y a une petite montée de température sur le proton. Et ça permet de dégager certaines particules vraiment particulières qu'on appelle les quarks. À cette température-là, on est capable de briser les protons et les neutrons en leur constituant de base. Et là, l'idée d'atteindre des températures aussi hautes. Les détecteurs. Il y a 4 détecteurs principaux. En fait, c'est des énormes machines regroupant plusieurs petits sous-détecteurs utilisant différentes techniques physiques pour mesurer énergie, vitesse, charge des particules qui traversent. En fait, on a l'Atlas et le CMS qui cherchent la même chose. Ils sont équipés des mêmes trucs comme ils cherchent la même chose. C'est juste le niveau ingénierie qui ne sont pas pensés, ne sont pas construits de la même manière pour essayer d'exploiter différents trucs bien particuliers physiquement lors de l'interaction des particules. Alice et le LHCb. Je l'ai dit tantôt, ces deux-là sont pas mal, à chaque fois les mêmes trucs, ces deux-là changent des trucs différents. Mais ça a tous des liens au niveau de la physique fondamentale. Bon, en tout, il y a 35 pays qui ont participé à la construction de ces 4 détecteurs, à la construction du LHC. Puis, bon, on parle de centaines d'institutions scientifiques, là, à peu près toutes les universités au monde y ont participé et autres. Okay, donc, c'est vraiment une énorme contribution mondiale pour cette expérience-là. Et comme à chaque fois, quel est l'intérêt d'un pays de participer à des projets scientifiques de cette envergure-là, tant que ce soit aussi de lancer des satellites, fournir des morceaux pour la navette spatiale ou la station internationale, c'est d'avoir accès aux données de recherche, d'avoir accès aux données qui vont être produites lors des recherches et lors des différentes expériences dans le truc en question, genre les LHC ou la station internationale ou le télescope spatial. Bon, c'est d'avoir accès à ces données-là. Si on regarde en détail les... Oui? En fait, c'est pas vraiment du domaine public, c'est du domaine public des pays qui veulent bien participer. Oui. Mais bon, 35 pays, et on compte toute l'Europe là-dedans. Ouais, la Russie, Japon, Canada, États-Unis sont les plus gros pays qui participent. Le CERN regroupe 20 ou 21 pays en Europe, mais sûrement il y a d'autres pays qui participent à cette expérience-là parce que aussi, bon, ils savent que c'est important puis ils ne peuvent pas faire ça leur cours en arrière. Mais le CERN, je pense qu'il fournit au moins 20% du coût de chaque appareil. Le CERN est l'organisation qui fournit le plus d'argent si on regarde tous les contributions. Atlas, on a aussi des chiffres intéressants. Donc, c'est un des premiers détecteurs. Si on regarde ses dimensions, c'est 46 mètres par 25 mètres par 25 mètres. Et ça, je disais, c'est plus gros que la salle. C'est vraiment une méchante machine. Je fais une photo juste après. Il pèse 7000 tonnes. Il a été construit en Suisse. En fait, la plupart ont été construits en Suisse ou en France. Le morceau était plutôt emmené là. Il a été construit pour être envoyé au LHC. Et on a décidé de ne pas le construire pour faire le tour du monde après. À 7000 tonnes, c'est pas facile à déplacer. Là. Ces détecteurs, fait ici, l'Atlas est équipé de tous les détecteurs de particules modernes. Capteur de trajectoire, calorimètre électromagnétique, calorimètre à hadron et chambre à muon. Qu'est-ce que ça fait tout